Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et Eric Nolot également, bien sûr, Guillaume Bigot comme chaque vendredi, et puis vous au 0826 300 300. Et puis juste avant 9h, une petite surprise pour vous, puisqu'on parlera rugby. Comme souvent sur Sud Radio, et vous allez voir une petite surprise. Avant tout, puisqu'on est au salon de l'agriculture, Eric Nolot, Guillaume Bigot, j'aimerais avoir votre regard sur les agriculteurs et notre agriculture, parce que il y avait une agricultrice qui nous disait qu'elle en a ras-le-bol d'être stigmatisée ce matin. Eric Nolot. Oui, parce que quand même c'est des gens qui nous nourrissent par définition, donc faire ce beau métier et être toute la journée exposé à toutes les critiques. Non, je crois que le monde agricole se trouve au carrefour de deux mondes contradictoires. On veut nourrir les gens, mais on veut les nourrir dans de nouvelles normes, et on ne laisse pas, je pense, au monde agricole le temps de s'adapter. Évidemment qu'ils doivent s'adapter, ils font déjà beaucoup d'efforts, mais je pense que les normes qu'on leur impose sont trop rapides. Ouais. C'est un monde qui a besoin de temps et qui a besoin aussi de reconnaissance. C'est vrai que de temps en temps, rendre hommage au monde agricole, au monde paysan, plutôt que de dauber à son sujet, ça leur ferait du bien, et ça nous ferait du bien. On vient tous de là en plus. Oui, oui, nous avons à peu près tous des racines paysannes, bien sûr, 90% de la population. Moi, il y a un monsieur qui a eu la gentillesse de m'offrir mon arbre généalogique, je peux vous dire. C'est vrai. Oui, il y a quelques siècles de paysannerie ininterrompue. Où ça, au Pays Basque, non, justement, non, moi je suis un basque d'adoption, mais d'un côté la Vendée et de l'autre les Vosges. Ah, d'accord. Mais des paysans dans les deux cas. Alors, on en apprend sur Sud Radio. Guillaume Bigot. Même tarif, mais je pense que voilà, c'est plutôt du côté de la Bourgogne, de la Saône-et-Loire. Mais vous savez, plus on parle d'un mot en général et plus la réalité disparaît. Donc là, le ministre de l'Agriculture que vous avez reçu tout à l'heure, c'est le ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Parce que plus on parle de souveraineté alimentaire, et bien moins on produit ce que nous nourrissons de ce que nous produisons en France. Ça, c'est quand même assez incroyable. Même chose pour la souveraineté des médicaments. Enfin, oui. Bon, de plus on en parle et moins on produit de médicaments. Tous les domaines, c'est le cas. C'est-à-dire qu'en fait, on nous a pas arrêté de nous expliquer qu'il allait y avoir réindustrialisation, qu'il allait y avoir des lits d'hôpitaux, qu'il allait y avoir des... Même, non, Eric, non, oui, mais il faut surtout agir. Oui. Parce que plus on en parle, je répète, et moins on agit dans ce domaine, comme dans tous les autres. Et là, il y a quand même une contradiction centrale, au moins deux. C'est-à-dire qu'on nous explique que l'Europe va nous protéger, mais en réalité, l'Europe, c'est elle qui nous expose le Mercosur et de plus en plus de libre-échange qui tape nos agriculteurs. Et autre contradiction, comme s'il n'y avait pas suffisamment de concurrence européenne, la France ajoute ses propres normes. Et demander aux agriculteurs, ils ne sont pas très joyeux. Non, mais plus généralement, c'est quand même consternant de voir que tous les domaines d'excellence de la France sont mis en danger. Le nucléaire, nous étions très fiers, tout d'un coup, on s'aperçoit que voilà, c'est un domaine en crise. L'agriculture, qui était vraiment la fierté des fiertés de la France, c'est crise après crise. Et il y a quelque chose on touche aux fondamentaux de la France, on touche à l'ADN de la France, et je trouve que ça accentue le sentiment de déclassement de beaucoup de nos compatriotes. Donc je pense que c'est des domaines sur lesquels il faut veiller avec le plus d'attention. Oui, avec aujourd'hui une préoccupation majeure, c'est les produits d'entrée de gamme. C'est-à-dire que bien souvent on dit oui, il faut faire de la qualité en France, etc. Sauf que sur les produits d'entrée de gamme qui sont consommés par tous, par le plus grand nombre, tout vient de l'étranger aujourd'hui. Et là, on n'arrive pas à produire. C'est quand même un sacré paradoxe, quoi. Il y a eu un pacte faustien qui a été passé dans l'agriculture, dans le textile, dans l'industrie. Faust, c'est-à-dire... écoutez, ouvrez grand vos frontières, vous allez faire du libre-échange. Donc nous, on va monter en gamme en France. Ouais. Sur le textile, on va monter en gamme. Sur la technologie, on va monter en gamme. Sur l'agriculture, on va monter en gamme. Nous, on va faire moins, mais on va faire mieux, du bio, etc. Et tout ça sera très bien et on va pouvoir importer des produits bas de gamme. Moralité de l'histoire, au bout d'un moment, on a fait baisser les salaires, baisser le niveau de vie des Français. Ils ne peuvent même plus acheter des produits bas de gamme que nous ne produisons plus. Et résultat, pour les 25% de la France macroneuse, pour qui ça va très bien, qui sentent même pas l'inflation, eux, ils peuvent accéder à des produits bio, haut de gamme, ils sont très contents. Le reste de la France ne mange plus, mais c'est pas grave. Si la filière bio est en danger aujourd'hui, parce qu'évidemment, c'est... Oui, bien sûr, c'est l'inflation. Oui, avec l'inflation. Juste avant de passer au 7 mars, je voudrais donner la parole à Pierre, qui est avec nous au 0826 300 300 et qui nous appelle du Lot-et-Garonne et qui travaille, lui, dans la filière du foie gras. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour. Je crois que vous dites que vous sentez un peu abandonné aujourd'hui. C'est ça? Alors, oui, tout à fait, nous sommes complètement abandonnés puisque je suis dans la filière foie gras depuis 2000 et je gave des canards, je fais environ 20-22 000 têtes par an et là actuellement je suis plus qu'à 10 000 têtes par an. Avec 10 000 je peux pas vivre, donc je suis obligé de licencier mon salarié puisque je ne suis pas en zone de surveillance, mais comme les gens qui sont en zone de surveillance rentrent que 50% du volume. Alors donc bon, en effet, le ministre de l'Agriculture que j'ai écouté tout à l'heure, il dit bien de dire que les gens sont aidés. C'est pas vrai puisque les gens qui ont des problèmes avec la grippe aviaire sont remboursés qu'au bout d'1 an et demi, voire 2 ans. Et les zones et les gens qui sont comme moi hors zone, c'est-à-dire que quand il y a un problème, eh bien si vous voulez, nous sommes sur la touche et nous pouvons aider à sortir de la volaille, mais travailler chez nous puisque nous n'avons pas d'agriculteurs à côté et pour se contaminer, on va dire en gros, hein, eh bien nous on a droit à rien. On n'a pas droit à d'aide, on n'a droit à rien du tout, même pas une activité partielle pour mettre mon salarié au chômage, enfin en mi-temps on va dire. Donc je suis obligé de licencier mon salarié. Alors, vaut mieux peut-être que l'État préfère payer un chômeur que de donner une activité partielle à un patron pour au moins se rabattre d'ici septembre ou octobre la reprise de la volaille. Voilà, nous sommes tous seuls. Cri de désespoir, vous avez bien raison de le lancer, c'est l'occasion, à l'occasion de ce salon de l'agriculture et que vous soyez entendus, hein, surtout, c'est ça qui est important. Merci Pierre, bon courage à vous donc du côté du Lot-et-Garonne. Question assez rapide, est-ce que il y aura une forte mobilisation? Est-ce que vous seriez vous dans la rue le 7 mars? Guillaume Bigot, Éric Nolot, puisqu'il y a cette mobilisation contre la réforme des retraites. D'abord, je développe l'idée que j'ai esquissée dans mon éditorial. La France sera bloquée le 7 mars, mais elle est déjà bloquée. Le gouvernement est bloqué dans l'idée de faire passer cette réforme qui est ni faite ni à faire. Quand vous allez dans le détail, le mieux ce serait quand même de mettre cette copie à la poubelle et de revenir avec une copie propre. Il y a trop. Là, c'est trop engagé. Oui, c'est trop engagé parce que justement, on s'est obstiné. Le gouvernement s'est obstiné. Ensuite, les oppositions sont bloquées. Les LR, c'est pourtant ce qu'ils voulaient. Maintenant, ils s'y opposent, du moins à l'Assemblée nationale. La France insoumise a tout bloqué. Ils sont même mis à dos les syndicats. Et même les syndicats sont bloqués parce qu'ils veulent absolument pas des 64 ans. Or, ils pourraient très bien dire, OK, on accepte 64 ans, mais en échange de telle ou telle amélioration. Donc pour moi, le pays est déjà bloqué. Moi, ce que je sens, c'est dans l'air une détermination comme on n'en a pas senti depuis longtemps. Donc je vois venir un mouvement très dur, un bras de fer qui peut durer sous forme de grève renouvelable, au moins jusqu'à l'adoption définitive du texte. Tous les signaux sont au rouge. Je vois un pays bloqué pour un bon moment, avec les conséquences sur l'économie que ça implique. Oui, Guillaume Bigot. Alors oui, moi pour répondre à votre question, Patrick, je serai le 7 mars dans les manifestations, comme parlez bien dans le micro, hein, comme beaucoup de nos concitoyens, mais sans illusion. C'est-à-dire que je pense que le dispositif législatif avec le 47.1 et même la possibilité ensuite, le prévoit l'article, de passer le texte par ordonnance, fait que ce texte sans doute passera. Et donc je serai dans la rue parce que ça me paraît effectivement scandaleux d'imposer à tous les Français sans tenir compte de la difficulté de leur carrière et surtout d'imposer 2 ans de travail de plus uniquement pour pouvoir à nouveau refinancer la dette. C'est quand même absolument insensé cette histoire. Il fallait peut-être d'abord ne pas la creuser avant de devoir la refinancer, mais sans illusion parce qu'il me semble que cette histoire de 7 mars, ça va être un blocage probablement très réussi, mais qui ne va durer que 24 heures. Ah oui, donc là vous êtes opposé parce que vous dites que ça va se prolonger, Éric Nolot, et vous pensez qu'il y a une forme de résignation. Alors, je sens comme Éric qu'il y a quelque chose dans l'air, dans le fond de l'air qui est très rouge, comme on disait, il y a quelque chose. Mais enfin, ça peut pas être la commune de Paris avec les gardes de nounou et le télétravail, vous voyez. Non, mais je crois qu'il y a un paramètre psychologique qui envenime la situation, c'est que des deux côtés, du côté des syndicats et du gouvernement, ils mettent un point d'honneur dans cette affaire. Oui. C'est-à-dire Emmanuel Macron mais les Français aussi. Ne fait pas mystère qu'il joue son quinquennat là-dessus, au moins une réforme. C'était un grand président réformiste sur le papier, il n'en reste pas grand-chose. Et les syndicats veulent reprendre la main parce qu'ils se sont laissés un peu marginalisés par la rue. Après, c'est la population aussi. Est-ce que certains disent oui, elle a envie de manifester un bon coup, une journée, mais pas forcément de poursuivre parce qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat, parce qu'il y a une forme de résignation aussi, non peut-être. La résignation, moi je ne la sens pas. Les gens disent ça va être adopté. On a vu déjà qu'il y avait des lois adoptées qui n'étaient pas appliquées. Ça s'est vu dans le cas du CPE, notamment. Pas faux, j'avais oublié ça. Oui, donc moi je crois que ça va être extrêmement dur et extrêmement long. Ouais, bon. Moi, je pense que vous êtes plus sceptique. Alors, oui et non, parce que je suis plus sceptique. Attendez, non, je suis plus sceptique sur la journée du 7 mars. Guillaume Macron.
Oui, c'est le en même temps, Guillaume Bigot. Alors, je savais que ça allait déraper ce débat ce matin. Ce n'est pas du tout l'état d'esprit de notre débat. Je pense que ça sera une humiliation. Engagez-vous, Bigot, ça vous changera d'abord. Oui, tâchez de pas vous imiter. Allez. C'est une humiliation supplémentaire, exactement comme le fait d'avoir jeté le résultat du référendum à la poubelle. Une humiliation supplémentaire sur le long terme, ça finira par exploser. Mais sur ce coup-là, je ne crois pas que ça explose. Bon, bah écoutez, nous verrons. La semaine prochaine, réponse la semaine prochaine. En direct, vendredi prochain. Je vous le disais aussi, une petite surprise. Donc, évidemment, sur Sud Radio, la radio du rugby, ça ne vous a pas échappé. Il y a une Coupe du Monde qui arrive. Il y a le championnat qui n'est pas terminé, le tournoi des 6 nations. Et il y a un nouveau qui nous rejoint. C'est Yohann Huget qui est avec nous. Bonjour, Yohann Huget. Bonjour. Vous allez, vous rejoignez l'équipe Sud Radio autour de François Trio et l'ensemble des consultants à partir de ce week-end. Il n'y a pas longtemps, vous étiez encore sur les terrains, aux côtés de Dupont et compagnie. Quel regard, en tant que consultant, Yohann Huget, vous voulez apporter sur le rugby ? J'aimerais apporter ce lien, comme vous l'avez dit, j'ai arrêté il n'y a pas longtemps. Je connais la majorité des joueurs, je suis toujours en relation avec eux parce que c'est déjà des relations amicales. Mais rapporter un peu ce lien entre cette nouvelle génération et le grand public qui a besoin de connaître un peu toute cette nouvelle génération avec la Coupe du Monde qui arrive. Ouais. Et toucher un public jeune, est-ce que vous sentez qu'il y a un besoin de renouvellement dans le rugby aujourd'hui, y compris auprès des jeunes, ou ça séduit toujours autant ? Ça séduit toujours autant, mais c'est vrai que je me faisais la réflexion il y a une semaine que notre public était très connaisseur, mais vieillissant aussi. Et il faudrait trouver un moyen de renouveler tout ça. Alors on a pas mal de moyens et aujourd'hui il faut les mettre en place pour que justement on arrive à renouveler cette jeune, attirer le jeune public vers nous, quoi. Oui, et puis peut-être aussi une évolution dans le jeu, parce que c'est en train de changer avec les règles où aujourd'hui les arbitres et la fédération internationale souhaitent que ça vive plus le ballon. Et du coup, il faut s'adapter d'ailleurs. Il faudrait s'adapter, mais il faudrait qu'on arrête aussi de changer les règles tous les ans parce que ça commence à être compliqué pour le grand public à suivre. Même pour nous qui sommes joueurs, des fois on ne sait pas trop si on peut faire une action ou pas, donc on est dans l'incertitude. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on arrête de changer les règles, comme le foot, qu'on apporte des évolutions. Mais quand j'amène des novices regarder un match, il me faut plus de 80 minutes pour leur expliquer les règles déjà. Donc c'est vraiment assez complexe. Mais c'est ce qu'on aime aussi, donc facilitons le jeu pour tout le monde, pour le public, pour les joueurs déjà, et la sécurité. Ouais. Bon voilà, on va vous retrouver justement avec votre regard, Yohann Huget, à partir de ce week-end dans les équipes avec François Trio, Philippe Spanghero et compagnie. Je n'oublie pas Daniel Herrero, bien sûr, à partir de ce week-end. Merci, on est ravis et fiers de vous accueillir sur Sud Radio, Yohann Huget. Merci beaucoup. En tout cas. Grand honneur à nous, et vous avez des admirateurs, notamment Eric Nolot qui vous passe le bonjour, qui est à mes côtés. Allez, dans un instant, on continue sur Sud Radio avec Christine Bouillot et puis Gilles Gansman aussi tout à l'heure. Les débatteurs jusqu'à 10h30 ici en direct du Salon de l'Agriculture. Ensuite on retournera dans nos studios avec Frédéric Brindel et on retrouvera Dédé Berkoff qui sera sur le pont ici de 12h30 à 14h avec Céline Alonso, et puis ils recevront notamment entre 13h et 14h Sylvie Brunel, la géographe qui s'y connaît aussi en matière de souveraineté alimentaire. Demain, ce week-end, donc c'est Jean-Marie Bordré aux commandes des matinales et tous vos rendez-vous, notamment celui de Stéphane Simon et Michel Onfray, l'heure libre chaque samedi matin à 10h. Ciao, passez un bon week-end.